Alors, hop, voilà. Donc, avant juste de commencer, j'ai quelques petites. On est dans les énergies du Gémeaux. Demain, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, je voulais quand même vous faire passer quelques infos aux personnes présentes et aux personnes qui écouteront le replay. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Mélanie notamment, mais d'autres personnes qui pourraient visionner derrière, je suis Marjorie Gerbier-Aublanc. Donc, moi, je suis on va dire, thérapeute. J'utilise plusieurs types d'approches, notamment l'astrologie, la numérologie, la psychogénéalogie, les constellations familiales, puis plein d'autres choses. Voilà, donc j'accompagne des personnes, des groupes, des entrepreneurs comme des particuliers et voilà, j'adore, j'adore ce que je fais depuis 4 ans maintenant et je le fais avec le plus de cœur que je puisse. Donc, énergie de nouvelle lune en Gémeaux. J'ai plusieurs messages à vous faire passer avant de parler du thème du jour qui est la loi d'attraction et le pouvoir créateur. Donc, tout d'abord, pour les personnes, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je suis en train de rédiger, de transformer le e-book que vous pouvez télécharger gratuitement en ouvrage. Dans ce cadre-là, je recherche des personnes qui accepteraient de partager une partie de leur histoire. Je vous en dirai plus si ça vous intéresse. Donc voilà, donc je cherche notamment des personnes dont les prénoms vibrent 4, 4, 6, éventuellement 33, 6. Si ça vous intéresse, ce que je propose, c'est d'offrir, on va dire, 2 séances d'accompagnement en psychogénéalogie aux personnes pour pouvoir, moi, collecter une partie de l'histoire et que les personnes, ça puisse leur amener aussi des éclairages, des prises de conscience. Voilà. Donc, si vous avez un prénom qui vibre 4, 6, 4 ou 33, 6, vous pouvez me contacter par mail ou par message SMS à la suite de la causerie, et si ça vous intéresse de contribuer à cet ouvrage qui est en cours de rédaction. Voilà, première chose. Deuxième chose, les personnes qui me connaissent un petit peu savent que j'ai créé une approche de numérologie en mémoire cellulaire, le cercle de l'empreinte primale, et je propose une journée de découverte de cette approche le lundi 24 juin. Une journée donc au cours de laquelle on va aller contacter au moins 2 membranes de ce cercle pour chacune des participants. J'offrirai la journée aux personnes qui derrière s'inscriront à la formation parce qu'il y a derrière un projet de formation qui devrait débuter en septembre. Donc, ça va être une formation assez engageante sur 9 week-ends de 3 jours. L'idée, c'est au travers de ces 9 week-ends de 3 jours, d'aller contacter en profondeur les 27 mois, enfin, on va dire symboliquement, vibratoirement, les 27 mois de l'empreinte de naissance. Voilà, donc je vous ferai passer prochainement le programme, les tarifs, etc. Ce que je peux dire, c'est que sur les 9 week-ends de 3 jours, il y en aura certains des week-ends qui se dérouleront en distanciel et certains week-ends en présentiel. Je ne ferai pas d'hybride des personnes en présentiel, des personnes en distanciel, mais par contre, il y aura certains week-ends en présentiel, certains week-ends en distanciel, en présentiel, pardon. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Jupiter en Gémeaux pour toute l'année vient soutenir nos déplacements. Pour la petite anecdote, je viens de débuter là, une formation qui s'est présentée à moi en aptopsychothérapie transgénérationnelle à Nice. J'habite en Bretagne. Et ben, à partir du moment où j'ai décidé de m'inscrire, tout est d'une fluidité absolument extraordinaire pour mes déplacements. Donc, comme quoi on peut se déplacer et traverser la France quand quelque chose vibre profondément. Voilà. Et donc, dernière info, dès qu'un groupe de 4 personnes se constitue et est intéressé, je vais lancer un nouvel accompagnement Emeraude. Ça, c'est un accompagnement qui est exclusivement en ligne. Ce sont 9 demi-journées au cours desquelles je propose un voyage au cœur de votre essence profonde, je dirais, à partir de toutes les approches que je maîtrise, mais aussi de tout ce qui émerge en temps réel. Moi, je suis quelqu'un de très créative et ça bouge tout le temps chez moi, c'est tout le temps en évolution. Donc, je ne peux pas d'avance vous donner un programme de ce qui se joue pendant ce programme Émeraude.
cet accompagnement émeraude. Ce que je peux vous dire, c'est que l'accompagnement émeraude qui est en train de se terminer là, c'est pendant cet accompagnement-là qu'est né le cercle de l'empreinte primale. Donc, les 4 personnes qui y ont participé, elles ont pu vivre ce cercle, en contacter la puissance en avant-première. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui émergent pendant le programme Emeraude et ça c'est 100% distanciel. Ça débutera dès qu'un groupe, moi je m'adapte, donc dès qu'un groupe de 4 personnes est constitué et parce que j'accompagne 4 personnes, du coup c'est des petits groupes, est constitué et a envie de s'engager dans cette aventure. L'objectif d'Emeraude, c'est de vous accompagner vers le fait de resculpter d'une certaine manière votre histoire, les mémoires transgénérationnelles qui vous imprègnent, hein, plus ou moins consciemment. Voilà, d'aller revisiter votre histoire, la vôtre, celle de votre famille, celle de votre arbre, en la gainant d'amour. C'est vraiment le principe d'Emeraude. Je vous partage un petit exemple d'une personne qui a participé à Emeraude, qui participe à Emeraude cette année. Et dans une des premières séances où j'ai demandé de dessiner son arbre, cette personne s'est dessinée très à distance de son arbre généalogique, hein. Et en fait, au fil des séances, là, il y a une réintégration de l'histoire de ses ancêtres et d'une reconnexion de l'histoire de ses ancêtres avec sa propre histoire aujourd'hui qui est en train de se faire de manière hyper belle, en fait, vraiment avec beaucoup d'amour, là où elle regardait cette histoire avec beaucoup de distance. Bon, voilà, je trouve que c'est très beau. Et ça lui permet de réintégrer sa propre place aussi dans cet arbre et de pouvoir avancer, imprégner des ressources vraiment puissantes que cet arbre a à lui offrir. Voilà. Donc j'en ai fini pour mes petites infos. Excusez-moi si ça a pris un peu de temps, mais bon, c'était important. Voilà. Donc aujourd'hui, loi d'attraction, pouvoir créateur, un thème donc qui m'a été suggéré, un thème qui m'a challengé parce que l'objectif de ces causeries, c'est de rattacher des sujets à l'astrologie, à la numérologie, à visée thérapeutique. Donc, ça m'a challengé sur ce point-là. Et un thème qui m'a challengé parce qu'actuellement, mais la vie est toujours tellement bien faite, je traverse moi-même une période de turbulence personnelle qui m'amène justement à vivre en profondeur les défis de la loi d'attraction et du pouvoir créateur. Donc, euh, donc voilà, mais j'accueille avec beaucoup de... vous pouvez le voir sur mon visage avec un peu d'amusement, justement, cette, euh, cette thématique et ce que la vie m'invite à traverser actuellement. Voilà. Donc, la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une loi universelle, hein, qui part du principe qu'on attire à soi ce sur quoi l'on focalise son attention et ses émotions. Donc, dans la loi d'attraction, il y a le principe de la pensée créatrice. La pensée créatrice, la pensée, on le sait, elle est très liée à nos émotions et nos émotions au système limbique. Et donc, le système limbique, hein, système primitif, qui vient nous parler de comment on se sent en sécurité intérieure. Euh, voilà. Donc, pour moi, en fait, la loi d'attraction, elle est très liée au sentiment de sécurité intérieure. Parce que, à mon sens, mais ça c'est mon prisme, on ne peut pas nourrir une pensée positive, créatrice, lumineuse si intérieurement on est en totale insécurité et qu'on n'y croit pas. Le point de départ, c'est vibrer intérieurement profondément ce qu'on a envie de nourrir ou ce que l'on est en capacité de nourrir, quoi. Il y a ça aussi. Donc, sentiment de sécurité intérieure qui est fondateur aussi pour moi de la confiance qu'on a en la vie et de cette capacité à pouvoir justement regarder la vie, avoir foi en soi, foi en la vie, voilà, nourrir cette confiance en la vie. Donc en mars, j'avais proposé une causerie autour de l'optimisme où j'évoquais justement la manière de voir les choses sous un autre angle, le retournement intérieur. Donc ça, je vous inviterai à regarder si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'approcher, d'appréhender la thématique de la loi d'attraction sous l'angle du défi. Parce qu'en fait, c'est rigolo, mais comme je vous disais, donc moi en ce moment, c'est pas que ce soit un défi, parce que je pense que je suis suffisamment, j'ai atteint un niveau de sécurité intérieure suffisante qui me permet de traverser les choses en conscience, en présence, même si ça n'empêche pas que je sois chahutée aussi, comme tout le monde, hein, je reste évidemment humaine. Mais quand j'ai proposé le thème, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, mais pour moi c'est un challenge, pour moi c'est un défi, je peux pas participer à la causerie, j'ai encore reçu un message ce matin, je pourrais pas être à la causerie en présentiel,
mais c'est vraiment un challenge pour moi, la loi d'attraction, la pensée créatrice. Donc moi, je prends le parti d'aborder justement cette loi d'attraction au prisme du défi. Parce que ça, je veux dire, ça, bon, voilà, c'est mon prisme. Je pourrais aller vous parler pendant des heures de comment nourrir, enfin de ce qu'est la loi d'attraction, etc. Mais je veux dire, on le sait. Je pense qu'on le sait tous en fait. On a tous compris le principe de la loi d'attraction. Mais ça reste un défi. Ça reste un défi parce que la loi d'attraction, comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment cette histoire de sentiment de sécurité intérieure. Donc cette sécurité intérieure, pour moi, elle vient modeler un état d'être au monde, un état d'être à soi, un état d'être à la vie. Et c'est ce qui vient pour moi, comment dire, nourrir cette capacité à avoir confiance, cette capacité à pouvoir regarder la vie avec optimisme, à regarder les choses sous un autre angle, à pouvoir avoir confiance, foi en soi, foi en la vie. Donc c'est un état d'être, la loi d'attraction. Un état d'être qui invite à être en capacité de s'en remettre justement à plus grand que soi, de faire confiance à cette justesse de la vie, mais encore une fois, tout dépend du regard que l'on pose sur les choses. C'est alors Delphine Ragon, que vous savez très bien que j'ai un lien très fort avec Delphine, qui a créé la fréquence du zéro. Elle parle très bien de cet état d'être et de comment nourrir euh, justement cette loi d'attraction, cet état d'être, le fait de s'en remettre à plus grand que soi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce qu'elle propose. Voilà, donc un état d'être qui est pour moi donc une histoire de confiance, de foi, etc. Mais c'est aussi une histoire de responsabilité. Responsabilité, c'est accepter de reconnaître et de prendre pleinement ses responsabilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités? Ça ne veut pas forcément dire, enfin, ça ne veut même pas dire du tout, nier ses souffrances ou être dans le déni de l'épreuve ou accepter l'inacceptable ou se flageller de ce qu'on est en train de traverser. Parce que quand on est confronté à des situations qui nous font du mal, prendre ses responsabilités face à ces situations, ça ne veut pas dire forcément assumer qu'on est coupable de ce qu'on est en train de vivre. C'est pas du tout ça, la responsabilité. Et souvent, la thématique de la responsabilité, pour moi, elle est mal interprétée, parce qu'elle peut être interprétée comme quelque chose de culpabilisant. Et pour moi, la responsabilité, elle est à intégrer comme quelque chose de libérateur, parce qu'il y a différents niveaux de responsabilité. Le fait de se reconnaître comme un acteur de sa vie, donc en lien avec la thématique du pouvoir créateur, c'est une responsabilité. Quelle que soit la situation que je traverse, à quel endroit est-ce que je peux euh, reprendre du pouvoir, redevenir acteur? Je vous donne un exemple concret. J'ai une personne la dernière fois au téléphone, je lui parle justement de ce pouvoir créateur et elle me dit, mais ça, j'ai du mal avec ça. Et elle m'explique qu'après une longue période de dépression, là, elle me l'explique presque en s'excusant qu'elle, aujourd'hui, elle a un travail alimentaire et que du coup, en gros, elle ne se sent pas créatrice de sa vie. Et donc là, le retournement, il consiste en quoi? La responsabilité, c'est de reconnaître que suite à une période de dépression, peut-être que de prendre un travail alimentaire, eh ben, c'est une manière pour cette personne de prendre soin d'elle, de se décharger en charge mentale et de pouvoir refaire surface. Et donc là, elle est actrice. Si elle regarde son travail alimentaire comme un échec suite à une dépression, ben là, forcément, elle se défait de son pouvoir créateur d'une certaine manière. Alors que si elle change son regard et qu'elle regarde ce travail alimentaire comme un moyen de refaire surface doucement, sans charge mentale qui écrase, et ben là, elle peut choisir, elle est créatrice parce elle est devenue créatrice en prenant soin d'elle, en se mettant pas d'emblée des grosses responsabilités qui risquent, par exemple, de la faire replonger dans un burn-out. Voilà. Euh, donc c'est aussi la responsabilité, une histoire de prendre soin de soi, une histoire de responsabilité émotionnelle, je dirais, d'auto-empathie, d'auto-compassion. Savoir reconnaître aussi dans quelle situation on se trouve, à quel moment et quel type d'action, d'acte on peut poser pour prendre soin de soi. C'est ça aussi pour moi la responsabilité. Et enfin,
une responsabilité, donc ça je l'ai déjà dit, un peu psycho-intellectuelle, c'est comment je vis mes choix, comment je vis les décisions que je prends, et une responsabilité de type spirituel. Je vais vous partager ce que je traverse actuellement, euh, qui peut être illustratif un petit peu. Donc, pour les personnes qui me connaissent, mon mari, qui a des problèmes de santé, qui a déjà été hospitalisé en septembre, a été hospitalisé il y a 10 jours, d'urgence. Voilà, c'est quelque chose d'assez lourd. Et il va devoir être opéré à la fin du mois de juin. Donc, ça arrive dans un mois de mai où moi j'ai un nouveau lancement où je diffuse les choses autour du cercle de l'empreinte primale. Donc, je suis plutôt dans une dynamique de créativité, d'extériorisation et pam, mon mari hospitalisé, j'ai les enfants, mes enfants en bas âge à gérer, etc. Donc, pas forcément simple à gérer. Et puis, comme j'ai cette... donc là, je ne suis pas responsable forcément qu'il soit malade. Peut-être que je lui mets la pression parfois. Voilà, ça peut être ma responsabilité d'être exigeante, de mettre la pression. OK, je le reconnais. Mais voilà, bon, cette responsabilité, elle n'est pas à cet endroit-là. Après, la responsabilité, elle se fait en termes de comment est-ce que je vis les choses, comment est-ce que j'accueille les choses sur le plan émotionnel, qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour pouvoir me laisser l'espace d'accueillir les choses. Bon, bah voilà, j'ai annulé, enfin, j'ai déplacé certains de mes rendez-vous à ce moment-là parce que j'avais besoin d'espace pour moi, pour pouvoir respirer. Et c'était aussi une responsabilité à l'égard des autres parce qu'en faisant ça, j'assurais aux personnes d'être plus disponibles à un autre moment pour elles. Mais sur un plan plus spirituel, qu'est-ce qui vient se jouer pour moi? Euh, donc, je connais bien mon histoire, je suis au clair sur mon histoire, et ça, je pense que c'est important aussi pour la thématique du jour. Je suis au clair sur mon histoire et je prends conscience, la première date qu'on propose d'opération à mon mari, c'est la date du 17 juin, du 18 juin, pardon. Et je prends conscience que dans mon histoire personnelle, mon grand-père a été opéré en 1963 en juin et il est décédé, mon grand-père, à 22 ans, un 17 juin 1963, des suites d'une embolie pulmonaire post-opératoire. Et dans le travail en psychogénéalogie que j'ai réalisé, j'ai pris conscience que mon mari, il est du 20 juin, donc en fait, mon mari, en épousant mon mari, je ramène dans mon histoire familiale mon grand-père d'une certaine façon, on est d'accord, mais je veux dire, sur le plan des synchronicités de date, je ramène cette énergie-là dans la famille. Mais cette énergie-là, de nouveau, il y a quelque chose en lien avec des problématiques de santé, l'hôpital, qui peut potentiellement, je ne sais pas ce qui peut se passer suite à cette opération, mais vous voyez, donc là, déjà, je pourrais ne pas avoir conscience de ça, être dans la pure inquiétude. Ensuite, j'ai pris conscience de ce qui s'est passé dans mon histoire familiale. J'ai eu un flash comme ça où je me suis dit, mais c'est exactement ça qui est en train de se jouer. Là, ça vient appeler justement le retournement intérieur et le fait que je reprenne ma responsabilité sur un plan transgénérationnel et spirituel. Donc là, ce que j'ai choisi de faire en conscience, c'est de faire un rituel, d'écrire une lettre à mon grand-père en le remerciant de me rappeler qu'il est là, parce que peut-être que ce grand-père-là, parce qu'il est en train de traverser ma famille et ce qui est en train de se produire avec mon mari, ce grand-père, il me fait signe, il a peut-être besoin d'être réintégré dans la famille. Qu'on se rappelle qu'il a existé, qu'il a été là. Et pour moi, le retournement que je peux faire en responsabilité, c'est celui d'aller nourrir la guérison de mon arbre et de soutenir par ce biais-là la guérison de mon mari. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, pour moi ça l'est, mais je ne sais pas si dans la transmission de cette notion de responsabilité qui pour moi est au cœur de la loi d'attraction et justement du pouvoir créateur. En tous les cas, moi c'est comme ça que je le vis. Donc il y a des responsabilités, même si on n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive, on peut prendre la responsabilité de poser des actes, de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, au lieu de nourrir de l'inquiétude, d'aller nourrir de l'amour et de la guérison autrement, sur un autre plan. Parce que ce qui nous arrive, ça vient souvent résonner avec d'autres plans dont on n'a pas toujours conscience. Voilà. Donc la loi de l'attraction, pour moi, c'est pas une vision bisounours de la vie. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires ou hors du commun ou d'appeler des choses extraordinaires ou hors du commun. On peut, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, choisir des choses qui viennent nous faire du bien à ce moment-là, répondre à nos besoins à ce moment-là, et c'est ça qu'on peut appeler par la loi d'attraction.
Et enfin, pour moi, dans la loi d'attraction, c'est pas non plus d'avoir une vision culpabilisante. Parce que je trouve que des fois, on se dit, euh, la pensée positive appelle la pensée positive. Donc, si je nourris du négatif, c'est moi qui attire dans ma vie des problématiques. Donc, ça veut dire que tout est de ma faute parce que j'arrive pas à être positif. Mais pourquoi j'arrive pas à être positif, mon Dieu, alors que quand même, je devrais penser plus positif, etc. Vous voyez, on peut vite glisser dans une vision très culpabilisante. Et moi, ici, c'est là, je pense qu'il y a beaucoup de challenges et de défis pour les personnes qui se disent, mais quand même, pourquoi est-ce que j'arrive pas à être plus positive dans ma vie et pourquoi, du coup, est-ce qu'il m'arrive toujours les mêmes choses? Il y a, c'est Jean-Philippe Brébion qui dit que la souffrance, elle vient de la croyance en l'imperfection. Et Brébion, lui, il invite à cesser de faire référence au passé et de se focaliser sur l'instant présent, puisque l'instant présent, c'est l'instant parfait, c'est la perfection de ce qu'on a à vivre sur le moment. Mais la problématique, c'est qu'on a souvent tendance à anticiper, à envisager le futur en référence à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan neuropsy, je dirais? Eh ben, quand on a vécu des choses difficiles dans le passé, on a des amygdales cérébrales là, hein, derrière le cerveau, qui sont comment? C'est les détecteurs du danger qui ont emmagasiné depuis qu'on est né, même avant, depuis la période prénatale, toutes les épreuves émotionnelles qui ont pu nous traverser et qui vont systématiquement se réveiller à chaque fois qu'on fait référence soit au passé, soit qu'on essaye de construire autre chose. Parce que ces amygdales-là, c'est un peu notre pilote automatique qui veut nous garder en vie. C'est ce qui nous a maintenus en vie jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est important. Parce que ces amygdales-là, elles vont venir activer des peurs. Et pour moi, l'un des pires ennemis de la loi d'attraction ou du pouvoir créateur ou de la croyance dans le fait qu'on puisse être créateur de sa vie, c'est les peurs. J'avais une thérapeute qui disait qu'il y a deux émotions dominantes dans la vie, l'amour et la peur. J'aime bien cette vision-là, parce que c'est vrai que pour moi, la peur, les peurs, alors évidemment pas la peur qui nous empêche de sauter du septième étage pour nous écraser par terre, mais les peurs irrationnelles, les peurs d'anticipation, je dirais, c'est vraiment ce qui vient, comment dire, ce qui peut, alors je ne sais pas comment le dire, qui va empêcher une nourriture saine ou ce qui va amener des toxines dans la nourriture qu'on peut s'apporter à soi-même. Et en fait, dans la loi d'attraction, on a dit tout ce sur quoi notre attention se focalise, toutes les émotions que l'on ressent, c'est ce qu'on va attirer à soi. En fait, on attire ce que l'on vibre. Sauf que parfois, il y a des émanations vibratoires inconscientes. Et en physique quantique, on sait bien que tout est cellulaire, tout est vibration, tout est champ de fréquence, tout est information. Et parfois, on n'a pas conscience de ce que l'on vibre, de ce que l'on vibre. Et c'est pour ça que malgré tout ce que l'on peut mettre en œuvre dans notre quotidien, j'ai des personnes qui déploient une énergie considérable à se faire accompagner, aller mieux, prendre soin d'elles, mais pour autant, il y a toujours ces schémas répétitifs qui viennent et qui les font souffrir. Pour moi, ça tient d'émanations vibratoires inconscientes. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment assainir nos vibrations si elles sont inconscientes. Ben, voilà, déjà, en psychanalyse, c'est Lacan qui dit que l'inconscient se construit dans la relation à l'autre. Donc, je dirais déjà d'accueillir ce qui nous fait souffrir et les schémas répétitifs qui nous font souffrir, d'observer nos relations, parce que nos interactions avec les autres, elles viennent nous dire beaucoup de choses, et de clarifier notre histoire. Et c'est là où moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre loi d'attraction, pouvoir créateur et alors, je le dirais comme ça, approche thérapeutique, thérapeutisation de son histoire, mais dans le sens de la guérison vibratoire. C'est que quand on n'est pas au clair sur notre histoire, sur les traumatismes vécus, qu'il peut y avoir du déni ou des amnésies, sur l'histoire transgénérationnelle. Vous voyez, par exemple, moi, ce que je vous ai raconté, l'histoire de mon grand-père, si j'avais pas fait le lien, bah, peut-être que je vivrais l'opération de mon mari autrement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour terminer là-dessus, à partir du moment où j'ai pris conscience que la date d'opération du 18 juin était en lien avec la date de décès de mon grand-père du 17 juin,
on a eu rendez-vous avec un chirurgien qui nous a proposé une date d'opération finalement le 24 juin. Voilà. Vous voyez? C'est la prise de conscience en fait. J'ai juste, c'est pas, enfin, voilà, j'ai cette prise de conscience qui a été là. La date de l'opération a changé. Peut-être que si la date d'opération était restée le 18 juin, je l'aurais vécu avec beaucoup plus d'angoisse que le 24 juin. C'est des dates, hein, voilà, on est à quelques jours près, mais enfin voilà. Donc il y a quelque chose pour moi sur le fait de clarifier son histoire. Donc son histoire perso, son histoire transgénérationnelle, son histoire de vie prénatale, son projet sens. Pour moi, à partir du moment où les choses sont montées à la conscience, on peut être ou on peut alimenter une sécurité de base qui peut nous permettre de nourrir cette pensée créatrice et de nourrir aussi la croyance profonde dans le fait qu'on puisse être créateur de sa vie. Ça demande aussi, et là c'est un autre pan de la responsabilité, une certaine honnêteté envers soi-même. Parce qu'il y a quand même cette question de où est-ce que je me sens vraiment mal? À quel endroit de ma vie? Quels espaces de ma vie, quels domaines de ma vie me font souffrir? Et comment est-ce que je peux prendre la responsabilité de les modifier ou non? D'accepter de continuer de vivre là-dedans parce que ça me sécurise d'une certaine manière. Ça vient caresser mes amygdales cérébrales dans le sens du poil, mais ça ne me fait pas évoluer. Ça, c'est aussi prendre une responsabilité. Mais après, on ne peut pas, du coup, espérer qu'autre chose arrive. On ne peut pas espérer que les choses se modifient malgré nous, d'une certaine façon. Voilà, pour moi, il y a cette histoire d'honnêteté envers soi-même en lien avec la responsabilité. Après, si on se place sur un plan plus spirituel, si l'âme a choisi que l'on devait vivre tel ou tel type d'expérience, bah, qu'on veuille bouger ou non, la vie nous amènera de toute façon des expériences qui vont nous faire bouger. Ça, moi, j'en suis convaincue. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, pour moi, la question d'on attire à soi ce que l'on vibre, c'est si on a l'impression de tout mettre en œuvre dans le bon sens, mais que, entre guillemets, la vie s'acharne, pour moi, c'est pas la vie qui s'acharne, c'est certainement qu'il y a des émanations vibratoires inconscientes à aller explorer, à aller libérer, à aller assainir pour pouvoir vivre autre chose. Mais c'est bien évidemment mon point de vue. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là rapidement. Je ne sais pas déjà si vous avez envie d'intervenir, si vous avez envie de partager des choses, si vous n'êtes, voilà, si vous avez des commentaires, des désaccords, des ajouts, des apports. C'est quand même une causerie, donc moi je vous amène ce qui m'est venu comme ça en préparant la journée et la causerie, mais après, non, c'est OK. J'entends un micro. Ah, j'ai des... attends, je regarde ici ce qui se passe. J'ai des messages. Ah, OK. Bon, c'est des personnes qui disent qu'elles sont d'accord. Alors, pour le calcul, ah oui, ça c'était pour le tout début. D'accord. Comment se compare dans la vibration, chercher le prénom? Ah oui, effectivement. Alors, si vous voulez savoir comment, alors je reviens, excusez-moi, sur l'annonce du début. Si vous voulez savoir comment vibrent vos prénoms, eh bien, je vous invite à télécharger l'e-book que j'offre en fait. Donc, bah, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez forcément eu le message en lien avec la causerie. Tout à la fin du mail, il y a le e-book qui peut être téléchargé. Et sinon, pour les personnes qui regarderaient le replay ensuite, vous pouvez aller mettre votre mail sur mon site internet et vous recevrez automatiquement un message avec le e-book. Et dedans, j'explique comment calculer les vibrations. Donc oui, c'est l'addition des vibrations numérologiques en lien avec chacune des lettres du prénom. Voilà. Et Marjorie, est-ce que du coup, c'est tous les prénoms qui t'intéressent ou que le prénom principal sur les vibrations que tu as indiquées au début? Euh, Plutôt le prénom principal. Plutôt principal. Ouais, Ok. plutôt le prénom. Alors après, si par exemple,
on t'appelle quotidiennement par ton deuxième prénom, Hmm. là, ça peut être, enfin voilà, ça peut m'intéresser. C'est le nom plus qu'on utilise dans la vie de tous les jours, dans notre C'est le prénom la vie actuelle. courant, le prénom, voilà. Bah, par exemple, mon mari, je prends son exemple parce que moi, mon premier laboratoire de recherche, c'est mes proches et moi-même. Mon mari, son premier prénom, personne ne l'utilise en fait Hmm. depuis qu'il est tout petit, on l'appelle par son deuxième prénom. D'accord. Et lui, dans son cas, clairement, quand je fais... Mais enfin, dans vos cas aussi, si vous allez regarder le e-book, vous verrez que de toute façon, les vibrations de vos différents prénoms vont résonner d'une manière ou d'une autre Hmm. avec vous. Mais dans le cas de mon mari, particulièrement, les deux prénoms, ils résonnent très fort. En revanche, je dois reconnaître que son premier prénom, qui est pourtant pas celui qui est utilisé au quotidien, il a une résonance particulière dans ce qu'il vit. Ok. Donc, pour moi, le premier prénom, c'est quand même, c'est comme ça que l'âme a choisi de Hmm. s'incarner. En C'est, premier, ouais. Hmm. voilà, c'est l'identité, c'est aussi une part du projet-sens de la personne. Le prénom, le premier prénom, en tous les cas, c'est quand même fondamental. Ok. Merci. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que je peux vous dire là. Après, par rapport, s'il s'agit de relier ce sujet-là avec les énergies du moment, donc, là, actuellement, si on prend le plan numérologique, on est, on est en juin. Donc, le juin, c'est le sixième mois de l'année. Donc, là, encore une fois, si vous voulez aller dans les détails des énergies numérologiques, je vous invite à aller voir, à aller visionner la vidéo de Delphine Ragon, qui est super à ce niveau-là, qu'elle vient de faire là. Mais bon, moi, mon résumé, c'est donc, on est au mois de juin. Mois 6, un mois 6, c'est un mois qui va vibrer engagement à l'écoute du cœur, qui va vibrer amour de soi, qui va vibrer harmonie intérieure. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là où le cœur est central. Faire des choix à l'écoute du cœur, s'engager envers soi-même d'abord, hein, à l'écoute de son cœur en amour pour soi. Quand on additionne le mois de juin, qui est un mois 6, avec l'année actuelle 2024, qui est une année 8, ça nous donne ce qu'on appelle un mois universel 5. Et donc, 8 plus 6, 14, ça fait 5. 4 plus 1, 5. Enfin, plus 4, 5. Mois universel 5, donc pour moi, c'est... Alors, Delphine, elle parle d'un grand changement, donc guidé par les engagements à l'écoute du cœur. Moi, j'ai envie de dire aussi, c'est accueillir le mouvement de la vie, le vivant en soi, le vivant, le vibrant en soi. Après un mois universel, du coup, qui a été 4, un mois 4, le mois de mai, c'était universellement un mois 4, il y avait cette notion, comme je vous parlais tout à l'heure, pour moi, un des fondements de la loi d'attraction, c'est le fait de se sentir en sécurité aussi intérieure. Et donc, le mois universel 4, il peut nous parler de cette sécurité intérieure. Et si je suis en sécurité intérieure, mois de mai, on va dire, si au mois de mai, j'ai bien nourri cette sécurité intérieure en juin, là, je suis en capacité de pouvoir accueillir ce mouvement de la vie, ce vivant, ce vibrant en moi. Un mois 5, ça nous invite, ça c'est très en lien avec les énergies astrologiques, à des expérimentations nouvelles, à oser papillonner. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on verra que sur le plan astrologique, on a un premier mois qui va vibrer très en lien avec le 5 du mois universel, c'est-à-dire expérimentation, papillonnage, une énergie très gémeaux. Et la fin du mois, avec la pleine lune Cancer, Capricorne, enfin pleine lune Capricorne, on va vraiment plus être sur les engagements, une sagesse du cœur, une sagesse émotionnelle, enfin, quelque chose de plus en lien avec la vibration 6 de juin. Voilà, donc mois universel 5, pour moi, c'est aussi un mois qui peut nourrir des libérations sur un plan cellulaire, qui peut amener des transgressions positives. Le 5, avec la vibration du 4, on a construit, bâti, cadré de la sécurité. Avec du 5, on est en capacité d'aller transcender, d'aller transgresser positivement cette sécurité, ce cadre qu'on a créé pour le faire évoluer. Euh, voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, là, sur cette thématique, comment les énergies numérologiques du moment peuvent nous accompagner dans ce sentiment d'être créateur de notre vie, c'est qu'on est sur une fin de cycle numérologique. 2024, année 8. On sait que les cycles numérologiques, ça dure 9 ans. 2024, année 8, donc année, on le sait, hein, transformation, de transmutation profonde, guérison vibratoire, etc. Si on prend tous les nombres, c'est ce qui m'est venu, je me suis amusée à ça, si on prend les nombres de 2024.
2024, 2024. On a 2-0-2, donc ça peut nous inviter à être à l'écoute de nos besoins, le 2, hein, de quoi est-ce que j'ai besoin, être une bonne maman pour moi, et puis me remettre à la fréquence du 0, justement, euh, poser des intentions et me remettre à la fréquence du 0 pour voir ce que la vie a à me proposer. Ce 2, voilà, 2-0-2, ça vient nourrir ces énergies-là. Et avec le 4 derrière, 2024, il y a vraiment une invitation pour moi à un nettoyage de fond. Nettoyage de fond qui peut nous permettre de rééquilibrer, de transformer les choses. Année 8. 2025, on est encore sur 2-0-2, mais avec un 5 à la fin. Et là, on est dans une année universelle qui sera une année universelle 9. Ça vient dire quoi? Ça vient dire qu'après avoir euh, opérer ce nettoyage de fond en 2024, amener de la sécurité, s'être sécurisé intérieurement avec ce 2024, en 2025, on peut évoluer. Ce 5, il nous permet d'évoluer, d'amener de la libération, de ramener du mouvement, d'être dans ce mouvement de transgression positive. Une année universelle 9, une année justement où l'idée c'est de clôturer des chapitres pour pouvoir être dans la gestation du cycle prochain, pour pouvoir préparer ce qui est à venir, clôturer, faire un bilan, s'ouvrir au monde pour pouvoir engager un nouveau cycle. Et tout ça, 2025, avec ce 5 à la fin, qui nous aide justement à nous remettre dans le mouvement après une année 2024 qui nous demande des transformations en profondeur qui passent par ce nettoyage, par le fait de se sécuriser profondément intérieurement aussi. Alors, la thématique de la sécurité, moi je vous en parle parce que c'est une thématique évidemment qui résonne pour moi. Après, ça résonne peut-être pas pour tout le monde, hein. Et puis 2026, ce sera la première année du nouveau cycle. Euh, et 2026, là, ça termine par ce 6. Donc, une fois, après avoir opéré ce nettoyage, nourri la sécurité, avoir accepté de transgresser, s'être autorisé à transgresser positivement toutes nos limitations d'une certaine manière, en 2026, nouveau départ à l'écoute du cœur avec ce 6 qui ramène de l'harmonie, dans laquelle on peut prendre justement des engagements, une certaine responsabilité à l'écoute du cœur. Voilà, pour moi, comment les énergies, elles peuvent nous accompagner ici pour reprendre les rênes un peu, être créateurs, créatrices de notre quotidien. Sur le plan astrologique, on est dans des énergies Gémeaux à fond. Demain, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, nouvelle lune en Gémeaux, on retrouve ces dimensions de mouvement, de changement, de rencontre. Le Gémeaux, il y a une notion de lien, de relation à l'autre, donc de rencontre, de nouvelles rencontres, de nouveaux liens, mais pas dans la dimension avec le Gémeaux, on n'est pas sur des rencontres, des liens profonds. On va être plus sur du papillonnage, de la sociabilité, où on peut multiplier les contacts, les rencontres, etc. En tout cas, en début de mois, il y a cette ouverture aux autres, cette ouverture à laquelle on est appelé. Après cette période taureau, qui était une période un peu plus de, euh, je dirais, on peut dire repli dans son confort d'une certaine manière, mais voilà, où on va être plus un petit peu dans des préoccupations qui étaient plus des préoccupations justement de confort, de sécurité, de construction, etc. Avec le Gémeaux, là, on se réouvre et on peut ben, prendre l'air et on est dans la période du printemps. Bon, même s'il ne fait pas super beau dans toutes les régions de France, on est quand même dans un moment où, normalement, on est appelé à vivre un peu plus à l'extérieur, à s'ouvrir un peu plus à l'extérieur, à ressortir de chez nous. Donc voilà, il y a cette dimension qui est là. Euh, Avec en fin de mois, comme je vous disais, avec la pleine lune, une énergie plus là, après avoir papillonné, papillonné, papillonné en début de mois, juste pendant la première quinzaine, eh ben, il y aura le passage dans les énergies cancer avec la pleine lune Capricorne qui nous invitera à aller plus en profondeur, peut-être justement à prendre des engagements profonds suite à ces multiples rencontres et ces multiples expérimentations qu'on aura pu faire avec les énergies Gémeaux. C'est aussi les énergies Gémeaux, des énergies d'apprentissage, d'ouverture à de nouveaux apprentissages, à de nouvelles connaissances, peut-être aussi de transmission, de communication. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce qui est en lien avec l'expression de sa voix, je dirais,
Donc l'expression sous forme de communication, mais il y a aussi d'autres formes d'expression, de lien avec l'autre, d'échange. Voilà, c'est l'énergie de l'échange, le Gémeaux. Donc les échanges sous toutes leurs formes. Donc là, ça peut nous aider. Et donc, ce que je voulais vous dire, en lien avec la thématique du jour, le Gémeaux, le signe du Gémeaux, il est régi par la planète Mercure. Et Mercure, c'est Hermès, c'est le messager des dieux. Et souvent, en fait, on a tendance, ça j'aimais bien, j'aime bien, il y a une astro-intuitive, là, une personne qui fait des bulletins astro tous les mois, que j'aime beaucoup. Et elle disait que le Gémeaux, c'était un signe un peu bête noire de l'astrologie. Il y a plusieurs bêtes noires, il y a le scorpion, voilà, un peu vierge capricorne, et puis le Gémeaux, c'est ce qu'elle disait. Parce que le Gémeaux, on peut l'appréhender comme, le percevoir comme un peu cette énergie très superficielle, un peu duel. On a tendance à parler des Gémeaux comme étant très duel, très superficiel. Mais il y a une dimension, chaque signe a une dimension spirituelle importante. Et le Gémeaux, régi par Mercure, Hermès, messager des dieux, on est ici dans une énergie spirituelle du Gémeaux. C'est-à-dire que c'est une période particulièrement intéressante pour être à l'écoute des messages qui nous sont envoyés, mais aussi pour pouvoir transmettre, peut-être exprimer des messages que nous, on aurait à exprimer à d'autres personnes. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup la dimension de être à l'écoute des messages qui nous sont envoyés. Sur le principe de la loi d'attraction, si on prend la fréquence du zéro de Delphine Ragon, elle dit souvent, en fait, avec la fréquence du zéro, c'est poser l'intention, demander et être à l'écoute des réponses qui nous sont envoyées, y compris et surtout lorsque ces réponses ne correspondent pas à ce qu'on attendait de recevoir. Et bien là, pour moi, entre sur le plan numérologique, un mois universel 5, et sur le plan astrologique, des énergies Gémeaux très très importantes, il y a vraiment cette dimension d'être à l'écoute des messages qui nous sont envoyés, surtout si c'est des messages qui nous surprennent, des messages qui nous sont envoyés de manière spontanée. Le Gémeaux, lui, il n'est pas dans une réflexion type sagittarienne, à avoir préparé les choses. Le Gémeaux, c'est spontané, c'est de la communication spontanée, légère. Donc, être à l'écoute de ce qui peut émerger au détour d'une conversation légère comme ça avec quelqu'un, être à l'écoute justement de ces messages qu'on peut recevoir de différentes manières. Ça, c'est pour moi, c'est en ça que là, le moment, et notamment la nouvelle lune Gémeaux demain, elle est intéressante toute cette semaine là qui entoure la nouvelle lune. Elle est intéressante pour aller nourrir justement cette loi d'attraction et ce pouvoir créateur. Euh, et dernière chose que je vous dirais, parce que je ne vais pas m'étendre trop longtemps, attendez, je branche mon ordi. Hop. C'est que là, on a depuis la fin du mois de mai l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Et donc, pendant un an maintenant, Jupiter va être dans ce signe-là, va être en Gémeaux. Jupiter, alors c'est Astro-Intuitive, Émilie Chartrain qui dit ça, c'est le fertilisant plus plus. C'est l'énergie, enfin Jupiter, la planète Jupiter, c'est vraiment celle qui permet de rayonner, de s'épanouir, de faire grandir. On est dans un processus de croissance et d'optimisme hein, avec Jupiter. Et alors elle dit ça et c'est vrai que ça me parlait pas mal. Elle dit qu'avec Pluton, autant avec les transits de Pluton, ben, on est plutôt appelé à suivre l'énergie de cette planète-là, qu'on le veuille ou non. Alors qu'avec Jupiter, on est vraiment invité à co-créer. C'est-à-dire que Jupiter, là où elle transite, c'est-à-dire là où elle passe, elle va nous amener des propositions. Donc souvent, ça se présente sous la forme d'opportunités. Et donc là où on peut co-créer avec Jupiter, c'est de, euh, de faire preuve de discrimination et de discernement pour pouvoir ressentir si les opportunités qui nous sont proposées sont des cadeaux nourrissants ou des cadeaux empoisonnés d'une certaine manière. Et en Gémeaux, bah, il peut y avoir plein de propositions très intéressantes sur le plan justement relationnel, sur le plan des échanges, sur le plan des apprentissages, sur le plan des transmissions. Et donc là, je dirais
il y a plein d'opportunités de ce type-là qui peuvent nous être présentées. Et là, voilà, la question, c'est est-ce que je prends pas, euh, en étant au clair avec son intention et donc en étant à l'écoute de comment ces opportunités peuvent résonner de manière nourrissante ou pas pour nous. Voilà. Je dirais qu'avec Jupiter en Gémeaux, le chemin à suivre, c'est celui qui nous met en joie. Là où on se sent en joie, là où on sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, au niveau du cœur, c'est là un signe euh, que l'opportunité proposée est une opportunité nourrissante. Voilà ce que je peux vous dire un peu pour aujourd'hui. Alors, c'était peut-être un peu décousu, un peu... voilà. Mais alors, je vous avais proposé une petite Je pratique. peux une question? Oui, bien sûr. Je n'ai pas vu qui c'était. Oui, j'écoute. J'entends. Je t'écoute. Je ne sais pas qui est-ce Tu qui... m'as répondu, Marjorie, parce que j'ai un très mauvais réseau. Ouais. Alors bonjour d'abord, parce que tout à l'heure, je n'ai pas dit bonjour, je suis arrivée un peu. Oui, je t'écoute, Laurence. Euh, on parle d'opportunités. Ouais. Euh, qui peuvent être nourrissantes. Alors moi, je suis en plein là-dedans et j'ai une question. Comment je peux transformer... Alors, les opportunités, brièvement, je prends des cours de chant, j'ai envie de chanter. Je travaille à aller vers le monde, Mhm, puisque ça fait partie de mes peurs. Donc, on m'amène, enfin, on m'amène à rencontrer, en marchant, en promenant mon chien, hein, deux femmes qui font partie de chorale. Ça se passe très bien, un tutoiement, enfin, un peu trop facile, entre guillemets. Hein, c'est pas, le mot facile n'est pas approprié, mais en plus, c'est un chœur de femme, enfin, ça serait génial, sauf que bon, les chansons qu'elle chante, pas top, je sens qu'il y a une énergie qui va me refouler, donc, mais le projet me plaît. Donc, c'est un clin d'œil de la vie pour me dire, regarde, tu peux aller vers ça, mais pas vers elle. Comment je fais pour transformer cette opportunité par une autre, en fait, que ça reste dans l'air, mais que ça puisse m'envoyer ailleurs. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question, hein. Si, t'es clair. Bah, je pense qu'en fait, il y a la réponse dans la question. J'entends Tu rien l'as du tout. formulée toi-même. C'est une invitation à aller vers ça, puisque c'est ce qui te fait vibrer. Donc, comment est-ce que toi, tu pourrais la créer, cette opportunité? Si tu sens intérieurement que l'opportunité qui t'est proposée, il y a quelque chose qui vibre pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Le projet, vraiment, ça s'est fait tout seul. Vraiment, j'ai trouvé un bar où il y a la musique que j'aime qui passe et tout ça, mais c'est pas le bon bar. C'est un peu bizarre, en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de choses qui se répètent. Et en fait, c'est un peu un processus qui revient là. Et ton idée de regarder autrement et de le transformer, ok, mais je sais pas comment faire. Ben, on pourra en Tu reparler, mais en vois? fait, il y a deux choses. Là, Je sais pour pas moi, si c'est la bonne journée pour poser cette question, mais si, bah, on pourra en reparler, ouais, mais c'est ouais. vrai que là, moi, ce qui me vient, il y a deux choses. C'est une première chose, c'est parfois, il y a des opportunités qui nous sont proposées, qui nous semblent pas parfaites, qui répondent pas avec exactitude à ce qu'on attendait. Mais parfois, c'est un Mm. chemin qui peut nous être ouvert et qui peut nous apporter beaucoup. Donc, parfois, il peut être aussi intéressant d'oser s'ouvrir à des propositions qui résonnent pas avec exactitude, mais qui peuvent nous amener à autre chose. Première chose. C'est-à-dire de revoir un peu ses critères et d'accueillir, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être ouvert et d'accueillir des propositions qui répondent pas tout à fait à ce qu'on avait demandé, mais qui peuvent pour autant nous amener une ouverture différente. Ça, c'est une chose. Après, si vraiment intérieurement ça D'accord. bloque, ça ne résonne pas, ça vibre pas, ben là, c'est la réponse, elle est claire. Si à l'intérieur ça ferme, c'est aller voir pourquoi ça ferme. Mais s'il y a quelque chose qui appelle quand même, ben, c'est peut-être de t'inviter, toi, à aller créer, soit aller chercher un autre collectif, soit d'en créer un, par exemple.
c'est de prendre conscience, peut-être que cette opportunité, cette proposition, elle t'amène à prendre conscience que tu peux chanter en collectif et que ça peut être extrêmement porteur. Bon, après, je sais pas, faut aller voir les choses avec un peu plus de... pour personnaliser les choses, mais moi, c'est ce qui me vient après. Mm. Ok. Parce que si systématiquement on reçoit des invitations, je veux dire, si systématiquement tu reçois des invitations qui sont pas tout à fait avec exactitude une réponse à ce que tu as demandé, mais que tu te fermes systématiquement à toutes les propositions parce qu'elles répondent pas avec exactitude, ben là, il n'y a pas de possibilité d'évoluer, j'ai envie de dire, parce que tu vas peut-être rester accroché à une certaine vision. Tu vois, enfin, je te dis tu, mais c'est pour tout le monde, c'est je, D'accord. c'est nous, hein. Si, en fait, Ouais, si ouais, on attend que ça bouge et ouais, qu'à ouais. chaque fois qu'il y a des propositions de mouvement qui sont faites, on s'y refuse parce que ça répond pas avec exactitude à nos attentes, bah voilà, il peut y avoir aussi un mouvement de résistance qui fait que on ne réussit pas à être dans cette, justement, à nourrir cette loi d'attraction. Mais encore une fois, c'est Ok, vraiment bon, on du en générique reparlera et c'est alors. à ressentir en profondeur comment ça vibre. Si ça vibre pas, ça vibre pas, tu vois. C'est pas non plus de se faire violence en allant dans une direction qui vibre pas. Moi, je dis si ça nourrit la Ouais, ouais, joie, ouais, si on ok. sent une ouverture intérieure. Moi, j'ai, par exemple, avec cette histoire d'aptopsychothérapie, là, j'avais émis la demande de pouvoir trouver une formation dans laquelle je puisse contacter pour aller amener de la libération en profondeur, de la libération dans l'être profond au-delà d'échanges, même si le travail que je fais aujourd'hui, je considère que c'est un travail qui est vibratoire, le travail d'accompagnement, au-delà du mental. Mais je ressentais le besoin de contacter l'être dans ses profondeurs pour ramener de la transformation en profondeur. Je ne savais pas quel type de formation je voulais faire, mais je sentais qu'il y avait cet appel pour aller dans cette direction. Paf! Je suis le symposium de psychogénéalogie, j'entends Marie-Noëlle Maston parler d'aptopsychothérapie. Moi, l'autonomie, je la connais parce que je l'ai pratiquée enceinte. Je me dis, ça vaut le coup de regarder ce qui se passe. Je vais voir son site. Tout est à Nice dans ce qu'elle propose. Le premier week-end de base, du module de base, il était déjà passé. Ben, j'aurais pu me dire, c'est déjà passé, ben, je ne vais pas pouvoir le faire, je laisse tomber. Puis c'est à Nice, c'est trop loin. Il faut que je trouve quelque chose, allez, à Paris maximum, mais pas plus loin. Ben non, je lui ai envoyé un mail. Et puis en plus, il y avait quelque chose qui disait que c'était réservé à des psychothérapeutes Ouais, j'entends rien. ou ostéopathes ou je sais pas quoi, diplômés d'État. Bon, bah, je dis, bah, moi, j'envoie un message, on ne sait jamais. J'ai envoyé un message, j'ai dit, est-ce que mon profil, il pourrait être intégré à la formation? Est-ce que vous proposez un premier niveau bientôt? Comment ça peut se passer? Elle m'a répondu dans les 2 heures en me disant, vous venez directement au niveau 2 qui avait lieu 3 semaines plus tard et on s'arrangera pour vous faire rattraper. Je fais, OK, d'accord, super. Et en l'espace de 24 heures, j'avais trouvé comment y aller avec mes enfants en bas âge, euh, faire garder mes enfants en bas âge sur place, des tarifs de billets d'avion pas chers. On m'hébergeait sur place, on me gardait mes mômes. En plus, mon mari sortait de l'hôpital. J'ai quand même pu y aller. Tout a été d'une fluidité extraordinaire. C'était pas forcément la proposition que j'avais appelée au départ, j'en savais rien, j'y allais pour voir et en fait, le chemin s'est ouvert. J'ai osé y aller. Bon, voilà, je vous donne un exemple perso que je viens de vivre, mais c'est ça, c'est d'entendre comment ça vibre en soi en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Ok. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Tac.